Bonsoir mesdames et messieurs. La Côte d'Ivoire est-elle un pays forestier? Oui pour certains et non pour d'autres en raison de la destruction avancée des aires protégées. 16 millions d'hectares au début du siècle passé, 7 millions en 1978 et 3 millions, peut-être un peu plus d'1 million selon les ONG au début de ce siècle. Vu l'ampleur des dégâts, l'État a décidé de rectifier le tir par des opérations de déguerpissement afin de protéger et réhabiliter ces forêts. Mieux, le gouvernement est en train de mettre en place des nouveaux textes pour la bonne gestion de la forêt ivoirienne. Comment l'État entend-il réhabiliter le patrimoine forestier et avec quels moyens? La forêt ivoirienne 50 ans après, enjeux et perspectives, thème de ce soir avec un invité, le ministre des Eaux et Forêts, M. Mathieu Babo Darret, que je vous propose de découvrir dans un portrait signé Francis Boifo. Il a en charge la gestion des eaux et forêts depuis novembre 2012. Avant d'être reconduit dans le gouvernement, Mathieu Babo Darret était ministre des ex-combattants et des victimes de guerre. L'administration, le ministre la connaît pour avoir été secrétaire permanent de l'inspection générale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de 2007 à 2011. Conseiller juridique du ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat de 2006 à 2007. Après les études universitaires à Toulouse et à Paris en France dans les années 70, l'invité de RTI 1 reçoit est revenu en Côte d'Ivoire avec un diplôme d'inspecteur principal des télécommunications. Mathieu Babo Darret est également titulaire d'une maîtrise de droit des affaires à la faculté de droit à l'université d'Abidjan, actuelle université Félix Houphouët-Boigny. En 1982, l'ancien étudiant de l'INST Paris intègre la plus grande entreprise de télécommunications en Côte d'Ivoire. Il y travaillera pendant 23 ans comme administrateur et directeur de projet. Né en 1950 à Treichville, dans le district d'Abidjan, le ministre des Eaux et Forêts est membre du bureau politique du Rassemblement des Républicains, RDR. Mathieu Babo Darret est originaire de Daloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avec moi, trois confrères, Sila Abou Sila de Radio Côte d'Ivoire, Touré Moussa de Fraternité Matin et Marie Longoran de RTI 1. Les trois confrères vont débattre de trois thématiques avec vous, mais vous aurez aussi les réactions des téléspectateurs. Et c'est Maïs Sako qui est au studio A qui va recueillir ces propos-là au 22 40 12 50. Okay. Alors, monsieur le ministre, l'actualité dans le département que vous dirigez, c'est le déguerpissement des populations dans les forêts. Quelles sont les motivations de l'État en lançant cette opération? Ce n'est pas compliqué. C'est une reprise en main de la gestion des forêts classées, c'est-à-dire du patrimoine permanent forestier de l'État. Et pour cela, il faudrait que l'État déguerpisse les personnes qui y sont entrées de manière illégale. Aussi, il y a un objectif. Il y a des normes internationales qui sont imposées. Aujourd'hui, il faut que nous puissions avoir au moins 20% de notre territoire national en termes de forêt. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, avec les forêts classées que nous avons, nous sommes autour, plus les aires protégées, les autres aires protégées, qui sont les parcs et réserves, nous sommes autour de 14%. Et il faut arriver à 20%. Et le PNUD, et même les organisations internationales, imposent cette norme-là à 20% d'ici 2015. Ce n'est pas possible qu'on puisse atteindre cette norme d'ici 2015. Mais nous visons d'ici 2020 pour accompagner effectivement la vision du président qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Alors tout à l'heure, vous allez donner plus de précisions avec Abou Sila de Radio Côte d'Ivoire. Alors la situation actuelle de la forêt, vous l'avez dit, la forêt ivoirienne n'est pas reluisante. L'on a assisté à la destruction s'opérer. L'État a-t-il laissé faire ou était-il simplement impuissant? L'État n'a pas laissé faire. L'État
est toujours intervenu pour rectifier le tir. Mais il faut se dire quelque chose, c'est que avec la crise, la dernière crise que nous avons connue, effectivement, l'État a perdu la maîtrise de ses forêts, c'est-à-dire les forêts permanentes et les forêts de l'État au plan rural. Alors, il y a eu une série de plans. Est-ce que vous pouvez nous établir un petit bilan? Qu'est-ce que ça a donné? C'est vrai qu'il y a eu la guerre, mais il n'y a pas que la guerre. Non, l'État est toujours intervenu pour effectivement réglementer la gestion forestière. Et il se trouve que à chaque fois que l'État menait des actions, il y a des événements qui intervenaient pour pouvoir amoindrir effectivement l'effet de ces actions. Par exemple, de la fin des années 70 à 2000, l'État a créé près de 400 000 hectares de forêts, a réhabilité près de 2 500 000 hectares de forêts naturelles. Mais il se trouve que nous avons connu deux choses. Premièrement, il y a eu les feux de brousse et les incendies de forêt du début des années 80 jusqu'à 2001 qui sont venus anéantir pour au moins 67 000 hectares de forêt et 5 000 hectares de reboisement, ces efforts-là. Et en plus, il y a eu la crise. Je vais vous dire ceci. De 1900 à 2000, le rythme de déforestation est allé à 100 000 hectares par an. Et de 2000 à 2010 ou 2013, c'est-à-dire actuellement, ce chiffre a doublé, a plus que doublé, 160 000 hectares par an. Donc vous comprenez que c'est la dernière période, effectivement, qui a fait que les efforts de l'État ont été réduits à néant. D'accord, monsieur le ministre. Les artisans du bois sont sur le pied de guerre parce que vous venez de réveiller un arrêté pris et suspendu par votre prédécesseur, arrêté portant identification de l'origine légale et traçabilité de produits forestiers commercialisés en Côte d'Ivoire. Pensez-vous que les conditions sont maintenant réunies pour l'application de cet arrêté? Bon, disons qu'ils ne sont pas sur le pied de guerre parce qu'il y a eu un arrêté réglementant. Mais il y a des manifestations. Oui, mais c'est dans le cadre de l'interdiction de l'exploitation du bois de veine. Précisément. Précisément. Mais cette interdiction, mon prédécesseur avait déjà interdit l'exploitation du bois de veine en janvier. Mais ces mêmes opérateurs, étant donné que le bois d'œuvre et de bénisterie se faisant rare, sont venus donc peut-être plaider auprès de mon prédécesseur qui lui-même en mai de la même année a pris une décision réintroduisant l'exploitation de ce bois. Mais en même temps, il a précisé qu'il ne faut pas aller au-delà du 8e parallèle, c'est-à-dire au nord du pays où le couvert forestier est très fragile et où les quelques reliques de forêt qui existent sont constituées par ce bois de veine. Mais malheureusement, c'est ce qui n'a pas été respecté. C'est pourquoi le gouvernement a pris cette décision. Mais monsieur le ministre, est-ce que ce sont les menuisiers qui coupent les arbres? Non. Les artisans du bois, ce n'est pas eux qui abattent les arbres. Non. C'est-à-dire qu'à ce niveau même, il y a un problème. Aujourd'hui, nous allons entrer en discussion avec le ministre de l'Artisanat. D'accord. Parce que tout ce qui est transformé en tant que produit forestier doit être réglementé et suivi. Or, il se trouve que la partie des menuisiers, pour le moment, n'est pas suivie. Je sais qu'il y a déjà eu, disons, une sorte de réflexion sur le sujet, tendant à faire en sorte que tous les menuisiers et les artisans qui travaillent le bois puissent s'inscrire dans ce contrôle-là. Tout le monde était d'accord, hein? Mais pour le moment, on n'a pas poussé la réflexion plus loin parce que le ministre de l'Artisanat qui avait changé entre-temps n'a pas encore pris connaissance du dossier. Et donc, nous allons aller à la rentrée, nous allons aller à la rescousse pour pouvoir discuter avec lui de ce problème-là parce qu'il faut qu'on puisse identifier tous ceux qui travaillent le bois en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un sujet qu'on va peut-être remettre dans la participation de l'économie forestière dans le PIB. Nous espérons que vous allez trouver des solutions avec votre collègue. Ah, j'espère bien. Surtout pour ne pas qu'il y ait un soulèvement. J'espère bien, il n'y aura pas de soulèvement. D'accord. Alors, plusieurs espaces protégés de l'État ont disparu ces dernières décennies. L'État a décidé de reprendre les superficies
perdus. Francis Boifo revient sur les étapes de la politique du gouvernement qui a conduit au déguerpissement de plusieurs clandestins. La forêt ivoirienne est malade. Avec elle, ses ressources végétales en raison des agressions dont elles sont victimes au quotidien. Ce qui irrite le plus, c'est l'exploitation illégale et abusive des espaces protégés de l'État. La Société pour le développement des forêts SODEFOR estime à 4 200 000 hectares les forêts classées occupées par des clandestins. Ça suffit. Le gouvernement décide d'agir en 2011 au lendemain de la crise post-électorale. Plusieurs missions sont conduites dans les 231 forêts occupées. Objectif principal, amener tous ceux qui exploitent illégalement les forêts à cesser toute activité et à partir volontiers. 2013, le gouvernement est obligé de sévir. Plusieurs familles vivant dans les forêts classées sont déguerpies. Des hommes en armes sont arrêtés. Au nombre de ceux-ci, Amadé Ouremi. Ce chef de guerre a exploité plusieurs années durant le parc national du Mont Péco à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bon, moi je pense que c'est une initiative louable, il faut l'encourager, il faut même aider l'État à chasser ces personnes de ces forêts. La question est aussi à savoir si l'État va détruire ces champs. Si les champs ne sont pas détruits, qui va les occuper? Si les champs sont détruits, la parcelle sera occupée par quoi après? Qu'est-ce qu'on cherche? C'est la forêt dense qu'on cherche ou l'exploitation de la forêt? Pour cet amoureux de la forêt, le déguerpissement par la force n'est pas la solution. Il y a certaines personnes même que le classement les a trouvées sur place. Il y a des gens qui ont enterré leurs parents plusieurs années avant le classement de ces forêts. Le déguerpissement par la force n'est pas la meilleure manière. La contractualisation permet à toutes les populations infiltrées dans les forêts de signer un contrat de location. On loue à un prix fixé d'avance les hectares de forêt qu'on exploite. Et on oblige ces contractants à planter des arbres, un certain nombre d'arbres fournis par la SODEFOR. Au bout d'un certain nombre d'années, ils savent dans leur contrat, stipulé dans leur contrat, qu'ils doivent quitter la forêt. Des efforts sont consentis, certes, mais beaucoup reste à faire par les autorités ivoiriennes pour reprendre en main toutes les superficies de forêt perdues. Monsieur le ministre, avant de vous laisser discuter avec Abou Sila de Radio Côte d'Ivoire, est-ce la bonne méthode, le déguerpissement? Parce que vous avez suivi tout à l'heure l'élément, docteur Nyankou, il est d'accord que les populations quittent les aires, mais il estime que la manière n'est pas productive. Est-ce la bonne méthode? Bon, moi je ne parlerai pas de méthode, je parlerai plutôt de stratégie. C'est-à-dire que nous avons demandé à ce que tout un chacun, y compris les clandestins, collabore à la libération de ces sites-là. Il se trouve que, si vous voulez parler de la forêt de la Niégré, il se trouve qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont fait que l'État a dû utiliser la force. Mais en fait, cette force n'a même pas été utilisée. C'est-à-dire, avant que les militaires n'arrivent sur le terrain, les occupants illégaux sont partis d'eux-mêmes. Donc, en fait, c'était pour garantir contre des éléments armés qui étaient dans ces forêts-là. C'est tout. Abou Sila, le ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Alors, l'honneur me revient de poursuivre cet entretien avec vous. Et la situation est claire. Hein. La situation n'est pas reluisante aujourd'hui. Alors, de 16 millions d'hectares, on se retrouve aujourd'hui à moins de 3 millions. Moi, j'ai envie de savoir, est-ce que le déguerpissement était l'ultime solution pour résoudre le problème? Oui, je vous ai dit tout à l'heure qu'il s'agissait de stratégie. Parce que les forêts classées, qui sont des forêts de l'État, qui sont des sites protégés, doivent être gérées par la SODEFOR. Il se trouve que ces forêts ayant été infiltrées, les agents de la SODEFOR même n'y avaient plus accès parce que menacés de mort ou bien agressés. Aussi, il fallait que l'État fasse quelque chose. Il faut libérer ces sites-là pour que l'État puisse réhabiliter et régénérer ce couvert forestier. Et je le disais tantôt, que nous avons des normes à respecter. La forêt régule le carbone dans notre environnement, dans l'air que nous respirons.
Ensuite, la forêt offre des richesses à l'agriculture en termes de terres cultivables. Et enfin, la forêt sert d'habitacle à la faune si riche que la Côte d'Ivoire connaît, les éléphants qui sont l'emblème du pays, au point qu'on ne peut pas laisser des gens s'y introduire et détruire cet environnement-là. Ce n'est pas possible. Donc, cette solution que nous avons utilisée pour la forêt de la Niégré, c'est uniquement parce que dans la forêt de la Niégré, il y avait des éléments armés qui avaient agressé le personnel et qui prenaient en otage même les infiltrés qui étaient là-bas. Alors, est-ce que ce sera le cas pour les autres forêts classées que nous avons quand on sait qu'on a plus de 200 forêts classées en Côte d'Ivoire? Exactement 231 forêts. On vient de régler le problème de la Négré, il reste encore 230 forêts. Mais disons que la stratégie va s'adapter à l'environnement de la forêt. Je sais que déjà dans certaines forêts, il y a des occupants illégaux, au lieu de partir, demandent à ce qu'on adapte la stratégie à leur présence dans ces forêts-là. Mais je vais vous dire que je ne sais pas si moi, en tant que ministre des Eaux et Forêts, je peux décider tout seul. Mais ce qui est sûr, ces personnes doivent quitter ces forêts parce que ce sont des sites protégés de l'État. Et qu'à ce niveau-là, les stratégies ne seront pas les mêmes. Mais il y a quand même une ossature qui sera régulière. C'est-à-dire, il y a une phase de sensibilisation où on laisse les populations elles-mêmes quitter les lieux. Si elles ne veulent pas quitter les lieux, il y a une phase où on va les obliger à quitter les lieux. Alors, cela me donne l'occasion de vous poser la question de savoir quel est le bilan qu'on peut faire à mi-parcours de cette opération de déguerpissement, monsieur le ministre. Disons, la phase pilote au niveau de la forêt de la Niégré s'est bien passée. Si vous avez remarqué, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il n'y a pas eu de confrontation militaire. Toujours est-il qu'au moment où les militaires arrivaient, les populations étaient sorties d'elles-mêmes. Donc le bilan est positif. Aujourd'hui, nous en sommes à un recensement de ces familles qui occupaient ces forêts-là, afin de pouvoir appliquer des mesures correctives ou bien des mesures d'accompagnement. Voilà. Alors, tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas eu de perte en vie humaine, alors qu'on sait qu'il y a eu des confrères de radio internationales qui ont fait état, comme on le dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, alors qu'ils ont fait état qu'il y a eu des bavures lors de ces opérations-là. Alors, vous avez donc l'occasion de... Est-ce que vous confirmez ça, ces accusations, monsieur le ministre? Non, nous ne confirmons pas parce que nous avons aussi mené nos enquêtes sur les lieux. Nous-mêmes, avec le ministre chargé de la Défense, nous avons été sur les lieux. Nous avons constaté, en prenant des informations au niveau de tous les préfets des alentours, de toutes les forces de gendarmerie et autres sur les lieux, mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il n'y a pas eu d'exaction. Seulement, je ne sais pas, la presse internationale a rapporté qu'il y a eu un accident où il y a eu 40 morts. Bon, on n'a pas eu confirmation de cet accident sur les lieux. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc là, vous nous dites qu'il n'y a pas eu de bavure du tout. L'opération s'est bien déroulée. L'opération s'est bien déroulée. Il n'y a pas eu de bavure. Quelle stratégie allez-vous adopter dans les autres forêts? Mais dans les autres forêts, c'est à peu près la même stratégie, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire l'ossature, ce serait d'informer les gens pour leur dire, écoutez, il est temps que vous quittez cette forêt. Est-ce que vous pensez que les populations vous écoutent quand vous leur parlez de sensibilisation? Est-ce qu'ils vous écoutent réellement? Je pense que ces populations nous écoutent. Quand, jugez en vous-même tout dernièrement, dans la forêt de Sio, il y a une partie de la population qui a demandé à ce que l'État fasse, disons, diligence en leur laissant cette partie, en la déclassant. La partie que ces populations occupent. Bon, ça veut dire que ces populations sont conscientes qu'elles occupent un site illégalement. Illégalement, oui. Donc, en principe, elles devraient en partir. Le fait de demander à l'État de se conformer à leur présence, je ne sais pas si c'est une solution pour les autres forêts. Parce que si on commence à faire déjà des exceptions, je ne pense pas qu'on puisse réussir à restaurer le couvert forestier à hauteur de 20% d'ici 2020. Justement, vous allez donc demander, vous répondez quoi à ces populations qui vous demandent, qui vous font cette doléance? C'est-à-dire que ces populations puissent quitter, parce qu'en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit des populations, soit riveraines qui sont allées s'installer dans cette forêt, soit des populations des autres régions qui sont venues chercher
un peu de bonheur, des terres cultivables qui sont allées s'installer dans ces forêts, soit des populations qui sont venues des régions, de la sous-région, pardon, des pays de la sous-région, pour venir s'installer dans ces forêts. Mais à partir de ce moment, on est obligé de les faire partir. Mais en les faisant partir, on va appliquer des mesures d'accompagnement, soit des mesures de reconversion. Il y a même quelqu'un dans l'élément qui est passé qui parlait de contractualisation. Et on va aussi, peut-être, quand ces populations, ces personnes sorties de ces forêts vont venir dans les sites d'accueil qui sont autour, qui leur servaient de tuteurs, quand ces populations vont venir, c'est peut-être augmenter les capacités d'accueil de ces choses, de ces villages, de ces agglomérations qui les accueillent en termes de augmentation des capacités. Alors, comment on appelle ça Monsieur le ministre, s'il vous plaît, quelle est la place des ONG dans cette opération? Parce que ce sont des structures qui sont beaucoup écoutées par les bailleurs de fonds. Bon, disons dans la phase de sensibilisation, par exemple, pour la forêt de la Niégré, les ONG ont été mêlées. Et les ONG ont mené la sensibilisation avec nous. Cela a duré plus d'1 an. Mais il semble même qu'elles avaient encouragé des brigades rurales qui apparemment marchaient bien. Et malheureusement, ils ont été obligés d'être déguerpis. Oui, disons... parce qu'il y avait des branches armées dans la zone, c'est ce qui les a pénalisés? Il y a des branches armées. Il y a des branches armées, ça c'est un. Deux, ces populations qui occupaient ces forêts-là, surtout la forêt de la Niégré, produisaient du cacao. Il n'y a pas que la forêt de la Niégré, produisaient du cacao. Et ce cacao-là, l'État n'avait pas le contrôle de cette production. Et c'est chaque jour qu'on nous signalait que ces productions allaient vers les pays voisins du Nord. Aujourd'hui, avec le déguerpissement et avec la contractualisation qui permettent donc à ces paysans sortis de ces choses, de ces forêts classées, de pouvoir continuer à exploiter leurs plantations, je pense que cela va permettre à l'État, cette fois-ci, de contrôler ses productions. Parce qu'au lieu de sortir pour aller vers les pays voisins, ces productions seront vendues en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, vous parliez tantôt des occupants de ces forêts classées qui sont à majorité les ressortissants de la sous-région. Environ 60%. On sait que voilà, environ 60% sont des gens de la CEDEAO et vous avez parlé aussi des mesures d'accompagnement. Alors, je veux savoir, est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui va s'occuper de ces personnes-là, la Côte d'Ivoire ou leur pays d'origine? Bon, disons qu'ils sont chez nous. Et ce sont des frères. Nous allons nous en occuper. D'abord, nous avons effectivement un certain nombre de mesures qui tendent à les utiliser donc dans la contractualisation. Nous avons des mesures, disons, tendant à renforcer les capacités communautaires des sites d'accueil qui sont autour des forêts classées. Ensuite, nous avons aussi un projet d'élevage hors sol dans le cadre de la reconversion. Et enfin, nous avons des projets où on va donner des kits pour encourager les gens au retour dans leur site, dans leur lieu d'origine. Et pour cela, nous avons l'appui de certains organismes humanitaires qui vont nous aider. Je cite au hasard les ACR qui vont nous aider d'abord à faire un profilage précis de ces personnes pour voir qu'est-ce que ces personnes veulent faire afin de les orienter. Mais l'élément premier, c'est de les encourager à retourner chez elles, surtout pour ceux qui sont venus des régions, d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on introduit la reconversion dans les élevages hors sol, c'est-à-dire des élevages qui ne demandent pas un grand espace, tel que l'élevage de l'oracopode qu'on appelle l'agouti communément. Alors, vous avez moins de 3 minutes. Oui, à vous entendre, donc, il y a des mesures d'accompagnement. Mais je voudrais savoir, avec tout ça, est-ce que l'État n'est pas un peu complice de l'installation de ces personnes infiltrées là? Quand on sait qu'il y a des hôpitaux, il y a des écoles dans ces forêts, monsieur le ministre. Non, c'est-à-dire que, disons, l'accélération de l'installation de ces gens, ça a été pendant la période, les 10 ans de crise. Ensuite, ce sont des êtres humains qui vivent dans ces sites-là. Ce sont des enfants. Et l'État est obligé d'apporter au moins les commodités qui vont leur permettre de vivre décemment. Parce que si
il y a des pandémies ou des endémies, c'est l'État qui va encore intervenir pour les soigner ou bien pour les sauver. Donc c'est ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire que c'est une autorisation de s'installer dans ces forêts-là. D'accord. Voilà, donc même si l'État est intervenu à un moment donné pour construire des écoles, pour construire des centres de santé, mais à partir du moment où l'État veut reprendre en main ces forêts pour les régénérer, parce que nous avons un objectif, automatiquement ces personnes doivent quitter, quitte à ce que ces personnes soient réinsérées dans d'autres sites, dans d'autres agglomérations où les capacités d'accueil seront renforcées. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre les forêts classées et les forêts sacrées? Bon, les forêts classées, ce sont les forêts qui font partie du patrimoine de l'État. C'est l'État qui a décidé par des arrêtés ou par des décrets que ces forêts-là sont classées. Oui. C'est-à-dire que ces forêts sont intouchables. Par contre, la forêt sacrée, elle relève de la tradition. C'est une communauté villageoise qui vit quelque part, qui dit, dans notre cosmogonie, et la forêt sacrée, là, c'est là que résident les esprits de nos ancêtres, où nous allons nous recueillir de temps en temps. Ça peut être dans les forêts classées, comme ça peut être dans le domaine rural. Oui. Peu importe. Donc c'est là la différence. Oui. Je pose la question parce qu'on a remarqué que nos forêts sacrées ne sont pas infiltrées. Mais parce que nous respectons tous l'esprit de nos ancêtres. Et si on pouvait déclarer toutes les forêts, les 231 forêts classées que nous avons, forêts sacrées, on pense que le problème serait résolu. Justement, ce ne serait pas donc la solution. Dernière question. Ben, bon, je ne sais pas si c'est la solution, mais les gens, ils sont déjà. Pour le moment, il faut les sortir, même si on doit déclarer après que ces forêts classées sont des forêts sacrées. Est-ce que les populations riveraines sont prêtes à accueillir ces personnes qui vont sortir de ces forêts classées-là, quand elles sont considérées un peu dangereuses et tout? En ce qui concerne l'opération de la Niégré, ces forêts-là ont déjà accueilli. Parce que ces personnes qui y sont entrées sont venues par des tuteurs. Donc ils les ont accueillis. Maintenant, il faut renforcer les capacités pour pouvoir permettre à ces personnes-là de vivre dans ces agglomérations. Merci Abou Sila. Nous nous rendons au studio A pour écouter Maï Sako, 22 40 12 50, si Maï Sako a des questions pour le ministre. Bonsoir à tous. Effectivement, nous avons des questions. Le premier intervenant se nomme Aka Kwadio Francis, il appelle de Yopougon. Selon lui, les agents des eaux et forêts ont pris part à une opération de déguerpissement dans la forêt de Nigré précisément, c'est à Sassandra. Il avance que ces agents n'ont rien perçu comme prime. Il se demande si le ministre est au courant de cette situation et si cela ne va pas perturber les éventuelles missions de déguerpissement à venir. Le deuxième appelant est M. Ungoran Yves, il est exploitant forestier et il appelle de Koumassi-Ramblay. Il se dit préoccupé, lui, par les contraventions qu'infligent les agents des eaux et forêts aux opérateurs économiques. Une taxe située, selon lui, entre 100 et 500 000 francs CFA pour défaut de marquage sur le bois de grume. Est-ce une taxe imposée par l'État de Côte d'Ivoire ou est-ce tout simplement une initiative propre au ministère des eaux et forêts? Et M. Touré Amara, lui, appelle de Boaké, notamment du quartier Aognansou. Il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'agents des eaux et forêts pour mener les opérations de déguerpissement, alors que, selon lui, des éléments ont été formés pour cette mission depuis 2010 et ils se trouvent sur le carreau. Ils n'ont pas été intégrés dans les rangs des agents des eaux et forêts jusqu'à maintenant. Que compte faire le ministre pour remédier à cela? Et notre dernier intervenant pour l'instant, c'est M. Koulibaly. Il appelle d'Abobo. Selon lui, l'interdiction d'exploitation du bois de veine est sa préoccupation et ce sont des milliers de jeunes qui sont au chômage avec l'exploitation, cette interdiction d'exploiter le bois de veine. Et cela fait 2 mois, il fait partie de ces jeunes, cela fait 2 mois qu'ils ne travaillent pas. Pourquoi cette interdiction et que compte faire le ministre pour eux? Voilà, ce sont ces préoccupations que nous avons retenues pour l'instant. Alors, l'antenne est à vous, Victorien Ngoua. Merci Maï. Monsieur le ministre, la dernière question sur les agents, nous allons la réserver à la gouvernance. Donc, vous pouvez répondre aux autres questions, je pense. Bon, les agents n'ont pas reçu de primes. Mais je pense que dans l'opération, tous les moyens ont été dégagés. Et nous avons fait l'opération avec les FRC. Donc, je pense qu'à ce niveau, je ne sais pas s'il y a des agents des eaux et forêts qui disent qu'ils n'ont pas reçu, mais nous n'avons pas connaissance de ce dossier.
s'il y a des agents des eaux et forêts qui ont participé, c'est leur travail quotidien. Donc ils n'ont pas besoin de primes spéciales pour y participer. C'est une opération spéciale, pense-t-il? Non, c'est leur travail de tous les jours. Au contraire, les FRC qui sont venus, c'est pour nous aider à pouvoir effectuer notre travail de tous les jours, qu'on ne pouvait pas faire à cause des éléments armés. Mais à partir du moment où ils ont la possibilité de travailler tranquillement, de faire le travail pour lequel ils sont payés, je ne vois pas pourquoi ils veulent des primes spéciales. Mais enfin, nous ne sommes pas saisis du dossier. Quand nous en serons saisis, nous allons étudier le dossier. Je vais d'ailleurs m'enquérir auprès du DG, des DG des eaux et forêts et de la SODEFOR. Il y a un exploitant qui a parlé de contravention, il s'insurge contre la contravention, ça? Bon, ça c'est une réglementation qui existe. Bon. Le bois que vous récoltez dans la forêt doit être marqué. Si vous ne le marquez pas, hein, c'est une infraction à la législation. Je pense qu'à ce niveau-là, effectivement, on vous inflige des contraventions. Nous-mêmes, nous avons dit que nous allons être plus sévères. Et le nouveau code de forestier... Je pense bien qu'on va aborder justement cette question dans la dernière thématique. Ce jeune Dabobo qui parle de chômage parce qu'il y a interdiction de couper les bois de veine. Oui, bon, écoutez, moi je crois que le gouvernement a dû prendre une décision forte. Le président l'a dit encore au cours de son interview. Il a été obligé de prendre une décision forte concernant l'interdiction du bois de veine, tout simplement parce que personne ne respectait la réglementation dans ce domaine. Effectivement, quand on a interdit la chasse, ça fait des chômeurs. Quand on interdit la fabrication, l'utilisation, l'exploitation, ou bien l'exportation, pardon, ou l'importation des sachets, ça va faire des chômeurs. Effectivement, les gens qui les utilisent, si ces gens-là ne respectent pas la réglementation, c'est tout à fait normal que quand on interdit, ces jeunes-là se retrouvent sur le carreau. Donc, mais il y aura d'autres solutions pour pouvoir utiliser ces jeunes. Donc, à ce niveau, moi, je ne peux rien répondre pour le moment, mais c'est une question que nous allons étudier pour voir si ces jeunes-là étaient vraiment des professionnels de l'exploitation forestière ou c'était tout simplement des jeunes qui se trouvaient dans les villages à qui on donnait de l'argent pour aller détruire leur couvert forestier. C'est à partir de ce moment que nous allons apprécier. Merci, monsieur le ministre. Plusieurs actions sont envisagées pour réhabiliter le patrimoine forestier ivoirien, déclare le directeur général de la SODEFOR, Mamadou Sangaré, et le président de SOS Forêt, le docteur Mathieu Enyakou. Je vous propose d'écouter leurs propositions au micro de Francis Boifo et de Patricia Omo. Avant les indépendants, on était à 40% à peu près. Et puis après, on est descendu à 20%. En 88, on était à 16%. Maintenant, nous tournons autour de 6-7%. Vraiment, nous sommes très loin d'être un pays forestier. La première des choses que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord la sensibilisation. La sensibilisation pour essayer d'amener tout Ivoirien à comprendre que la forêt, ce n'est pas seulement l'affaire des forestiers, mais c'est l'affaire de tout le monde. La deuxième phase, c'est la phase que nous appelons la phase de sécurisation. Et lorsque nous allons finir cette phase de sécurisation, nous allons passer à la troisième phase qui est la phase de consolidation, qui va donc intégrer pratiquement non seulement les activités de reboisement, mais également les activités de gestion forestière à proprement parler, qui va permettre véritablement à la forêt de pouvoir redevenir comme elle était. Nous avons préparé dans le même temps un plan de développement stratégique de maintenant à 2020 et qui doit pouvoir nous permettre de réaliser au moins 50 000 hectares de reboisement. Monsieur le ministre, le directeur général de la SODECI dit ceci. SODEFOR, excusez-moi, autant pour moi. Il a parlé de sécurisation. Je suis tenté de vous demander, vous sécurisez quoi? Parce que, monsieur le ministre, la zone nord est par essence la zone qui produit plus de charbon. Aujourd'hui, il suffit de prendre le véhicule ou parcourir le tronçon Abidjan-Korogo. Vous vous rendez compte qu'après Bouaké, il n'y a que des sacs de charbon, des milliers de sacs de charbon. Qu'est-ce qu'on sécurise? D'abord, on sécurise les forêts classées. Aujourd'hui, l'État est en train de reprendre main dans la gestion des forêts classées. Une fois qu'on a déguerpi les clandestins, il faut sécuriser afin d'empêcher le retour de ces clandestins. Ensuite, il y a des opérations
comme le DG de la SODEFOR vient de le déclarer, de production, de plantation à des fins de bois de feu. Et ça, c'est une opération qui va avoir lieu afin d'empêcher que les gens s'attaquent effectivement aux forêts naturelles. Donc, au nord, dans le nord, comme l'exploitation forestière sous toutes ses formes est interdite, nous allons pouvoir sécuriser. Effectivement, vous allez dire avec quels moyens? Les eaux et forêts n'ont pas de moyens. Aujourd'hui, surtout aux sorties de la crise, où tout a été complètement... ils ont perdu leurs moyens opérationnels. Et donc, nous allons utiliser un certain nombre d'éléments, pourquoi pas des ex-combattants. Nous avons un projet pour utiliser ces ex-combattants à pouvoir sécuriser cette partie où le couvert forestier est très fragile. Donc, effectivement, tous ceux qui font le charbon et tout, en termes de solutions de réchange, il y aura de la production des forêts à des fins de bois de feu, mais il y aura aussi des mesures pour empêcher que ces personnes-là s'attaquent aux forêts naturelles, donc à tous les bosquets qui servent de couvert forestier dans le nord. Touré Moussa de Fatente Matin. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, moi, je parlerai surtout de votre politique de réhabilitation du patrimoine forestier ivoirien. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui va être fait de nouveau qu'on n'a pas encore vu? Effectivement, on a tout vu parce que vous savez que le ministère des Eaux et Forêts a connu de grands ministres qui ont opéré du reboisement à profusion. Mais à chaque fois que les efforts de reboisement étaient faits, il y a eu des événements, comme je disais tout à l'heure, des événements qui sont venus amoindrir cet effort-là. Donc nous allons reboiser. Nous allons reboiser d'abord par la réhabilitation de toutes les forêts classées qui sont dégradées. Aujourd'hui, à au moins 50% et au plus même à 100%. Ensuite, nous allons créer des plantations, soit des forêts d'essence, des bois d'œuvre, soit d'agroforesterie dans le domaine rural de l'État, avec la participation des communautés, avec la participation de la société civile. Aujourd'hui, nous avons entamé un projet de reboisement avec les enfants, parce que c'est ceux-là pour qui nous travaillons, c'est leur avenir. Donc, dans un projet que nous intitulons Une école 5 hectares de forêt, nous avons pour ambition d'ici 2015 de produire 1200 hectares. Ensuite, nous allons entamer la création de forêts périurbaines, de forêts communales, avec les mairies, avec les communes de Côte d'Ivoire. Et enfin, nous allons pouvoir entreprendre avec les communautés villageoises des forêts, disons, d'agroforesterie qui vont permettre à ces paysans-là de lutter contre la pauvreté, tout en leur servant économiquement le produit de ces forêts-là. Donc, voilà un peu ce que nous avons en vue. Bon, en termes de quantité, il a dit, au niveau de la SODEFOR, il y a déjà une quantité à produire. Au niveau des eaux et forêts pures, c'est-à-dire du ministère, nous avons aussi une quantité à produire. Donc, nous avons des projets tels que le projet Muraille Verte du Nord, où nous avons en vue de produire 40 000 hectares sur 10 ans, dont 10 000 hectares tout de suite, c'est-à-dire, quand je dis tout de suite, c'est-à-dire de 2014 à 2016, c'est-à-dire 3 ans. Nous avons aussi à reboiser les flancs des montagnes à l'ouest. Et nous avons à réhabiliter toutes les forêts classées qui sont infiltrées au niveau du sud-ouest. Donc il y a vraiment, c'est un vaste programme. Et il y a beaucoup de projets. Le problème, c'est une question de moyens. Il faut avoir ces moyens car la forêt demande beaucoup de moyens et beaucoup de moyens permanents. Alors, depuis quelques années, les exploitants forestiers ont été impliqués dans le reboisement forestier. En même temps qu'ils coupent, il leur a demandé de planter. Alors, cela fait quelques années maintenant que cette expérience est en cours et beaucoup d'espoir avait été placé dans leur contribution à reverdir la forêt ivoirienne. Alors, si l'on vous demandait de faire un bilan de cette contribution, qu'est-ce que vous pourrez répondre? C'est un bilan mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a des endroits où, effectivement, le reboisement compensatoire a marché. Il y a d'autres endroits où ça n'a pas marché.
Parce que, premièrement, l'exploitant forestier, il a pour fonction de couper le bois. Il n'a pas pour fonction de planter. Donc souvent, il suit difficilement le reboisement que lui-même il a fait. Ensuite, quand on lui demande de reboiser, on indique un endroit qui est assez éloigné de l'endroit où il coupe le bois. Donc c'est très difficile pour lui de veiller à ces deux sites. Donc le reboisement compensatoire, il a produit quelques résultats, mais il n'est pas parfait. On peut avoir des chiffres quand même. Ben, les chiffres, qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais qu'on a produit à l'époque à peu près 120 000 hectares de 1988 jusqu'en 2000. Mais ces derniers temps, la plupart des espaces de reboisement qui ont été effectués ne réussissaient pas parce qu'il fallait que l'exploitant suive ce reboisement sur les 3 ans. Alors, les raisons sont multiples. Hein. Soit ce sont les feux de brousse, soit ce sont des gens qui viennent déterrer ces plants qui ont été reboisés, soit c'est l'exploitant lui-même qui ne réussissait pas à suivre. Aujourd'hui, pour que ce reboisement soit efficace, il faut qu'il soit suivi jusqu'à ce que l'arbre soit dans une situation où il ne peut plus mourir, où il ne fait que croître jusqu'à maturité. Est-ce que vous voulez maintenir cette contribution dans votre politique? Ben on a essayé de varier quand même. On a essayé de dire, au lieu de faire du reboisement compensatoire, pourquoi on ne créerait pas des plantations avec ces exploitants? C'est ainsi que nous avons signé 2 conventions avec les exploitants du bois des Vennes, et qui, eux, étaient intéressés par ce bois. Et comme ce bois au nord était l'essentiel du couvert forestier, on a dit pourquoi on n'essaierait pas de planter ce bois en renforçant 2 forêts que nous avons choisies, la forêt de Fumbu dans le département de Dikodougou et la forêt de Lor, toujours au nord, afin de pouvoir faire des plantations de bois de Vennes qui seraient exploités par eux-mêmes à la suite des conventions signées avec la SODEFOR. Donc c'est ce que nous, on a dit qu'on allait faire, de telle sorte que nous allons encourager les exploitants et même d'autres personnes, physiques ou morales, à parvenir à des plantations privées, de telle sorte qu'on ne s'attaquera plus aux forêts naturelles. Voilà un peu notre vision dans ce domaine-là. Alors, pour rester dans le ton des conventions, vous en avez passé avec, peut-être pas vous particulièrement, mais votre ministère en son temps, en 2010 je crois, en a passé avec l'UVIC aussi, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, avec l'Assemblée des départements et districts également, laquelle convention les obligeait à délimiter 10 hectares par an, 10 hectares de terre, où ils feraient des reboisements avec l'appui des exploitants forestiers. Alors, est-ce que, d'abord, cette convention, est-ce qu'elle est rentrée en action et qu'est-ce qu'on peut en dire actuellement? Est-ce qu'il y a eu déjà des résultats sur le terrain? Disons que nous avons repris contact. Effectivement, il n'y a pas eu un début d'exécution, mais nous avons repris contact avec les communes de Côte d'Ivoire pour pouvoir relancer ce projet-là, c'est-à-dire de création des forêts communales et des forêts périurbaines. Donc c'est un projet que nous allons certainement exécuter à partir de 2014. Et les bonnes dispositions sont des 2 côtés. Ok. Alors, Monsieur le ministre, moi je m'inquiète quand vous parlez de réhabilitation du patrimoine forestier. Il y a des forêts classées, je me demande si elles ne sont pas perdues pour de bon. Je pense par exemple à la forêt classée de Djamalakro à Bengourou, à la forêt classée de Rapid Gras du côté de Soubré, à la forêt classée de Gwandebe et de Sio du côté de Giglo, et encore à la forêt classée de Diokoué. Vraiment, je ne sais pas quelle stratégie vous allez mettre en place pour pouvoir récupérer toutes ces forêts. Est-ce qu'elles peuvent être considérées encore comme des forêts? Vraiment, vraiment. Bon, ce qui est sûr, elles ont le statut de forêt classée. Donc, à partir de ce moment, elles seront régénérées et réhabilitées. Et la SODEFOR a les moyens nécessaires pour le faire. Pourvu que, 1, les clandestins puissent quitter, 2, qu'on puisse accepter que ces forêts-là soient réhabilitées sans qu'il y ait trop de problèmes.
vous avez cité effectivement des forêts à problème. La forêt de Rapide Gras, la forêt de Duékoué sont des forêts dégradées à 100% pratiquement. Mais il y a des bonnes volontés. Il y a des privés, il y a des entreprises, il y a des exploitants qui veulent venir régénérer ces forêts-là. Donc, avec des conventions signées avec ces partenaires-là, ces forêts peuvent être régénérées. Même de manière naturelle, si on n'avait pas les feux de brousse pendant les périodes sèches, et si on n'avait pas de destruction au niveau de la culture extensive des forêts, des reliques des forêts qui sont là-bas, la forêt même allait reprendre son droit, la nature allait reprendre son droit. La forêt allait se régénérer d'elle-même si d'ici 5 ans on ne connaît pas de feux de brousse. Aujourd'hui, nos paysans pratiquent la culture extensive, c'est-à-dire qu'ils constituent beaucoup de jachères. Et malheureusement, c'est ça qui tue la reprise de ces forêts-là. Donc à ce niveau, moi je suis confiant. Je sais que nous allons régénérer ces forêts. Je peux vous donner rendez-vous, parce que nous sommes jeunes encore. Je pense que d'ici 5 ans, s'il n'y a pas de problème, vous allez voir que ces forêts vont commencer à ressortir. Monsieur le ministre, où la Côte d'Ivoire en est-elle avec la certification forestière? Quand on sait que 70% des bois qui sont issus de nos forêts sont vendus sur les marchés de l'Union européenne, alors que depuis le mois de mai dernier, les pays de l'Union européenne ont décidé de ne plus recevoir de bois non certifiés. Mais notre chance, c'est que notre bois est reçu parce que nous avons manifesté la volonté de nous inscrire dans le processus FLET. Je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Et nous sommes de façon extrémiste, quoi. Ouais. Nous sommes entrés dans la phase de négociation avec l'Union européenne. Et nous pensons, si on évolue vite d'ici 2015, nous pensons parvenir à un accord qu'on appelle l'accord de partenariat volontaire. Sinon, au plus tard en 2017, on devrait pouvoir signer cet accord avec l'Union européenne. Mais notre ambition ne s'arrêtera pas là. Nous voulons même, peut-être avec l'appui de nos partenaires de l'Union européenne, convaincre le marché asiatique qui, aujourd'hui, est le marché prisé par notre bois de veine, pour que ce marché-là entre dans ce processus-là, afin qu'il n'y ait plus d'exploitation illicite, afin qu'il n'y ait plus de trafic. Donc, au niveau de la gouvernance forestière, c'est un élément, le processus FLET est un élément très important pour nous. Alors, on va rester dans cette affaire de bois de veine également, parce qu'en fait, vous en avez parlé tout à l'heure, mais la question revient parce que, alors, pendant que vos services s'emploient à reverdir les forêts classées, il se trouve qu'au-delà du 8e parallèle, certaines personnes foulent allègrement au pied l'interdiction faite d'exploiter dans cette zone-là qui est d'une fragilité écologique avérée. Alors, vous n'avez pas dit tout à l'heure, quand vous en avez parlé, vous n'avez pas dit ce que vous entendez faire concrètement, parce que ce sont des exploitants illégaux qui sont appuyés par des bandes armées. Ben, disons que nous allons durcir un peu plus notre surveillance, notre intervention sur le terrain. Si vous avez remarqué tout dernièrement, nous avons rencontré tous nos représentants, tous nos responsables régionaux, afin de les mettre en ordre de bataille pour que soit appliquée la décision d'interdiction du gouvernement. Et nous-mêmes, à notre niveau, nous entendons, d'ici la rentrée, demander au gouvernement de nous autoriser à exécuter un certain nombre de mesures qui vont renforcer et qui vont consolider cette mesure d'interdiction. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, il faut donner des moyens opérationnels à nos équipes sur le terrain. Ensuite, je vous disais que nous pouvons utiliser, dans le cadre donc de la réinsertion et de la réintégration des ex-combattants, les ex-combattants, pourquoi pas? Nous allons les utiliser à pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait plus d'exploitation illicite au-dessus du 8e parallèle. Nous-mêmes, à la rentrée, nous allons proposer au gouvernement un décret pouvant confirmer cette interdiction. Vous allez les transformer en agents des eaux et forêts ou bien... Non, on va les utiliser. Comment? C'est des ex-combattants, ce n'est pas des agents des eaux et forêts. Oui, mais ils ont besoin d'être réinsérés. Vous allez les former ou bien vous... Oui, mais ils auront effectivement une formation, qui sera une formation de base, mais en même temps, nous allons les utiliser pour leur permettre, avec les rétributions qu'ils vont recevoir en surveillant ces forêts, de pouvoir se prendre en compte après. Mais apparemment, il y a un groupe qui a été valablement formé, qui est sur le carreau. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Justement, je crois que c'était la question de l'un d'entre eux.
Oui. Qui disait que... Non, en fait, voilà le problème. C'est qu'il y a des écoles de formation. Ces écoles de formation donnent une formation à tous les jeunes qui veulent s'intéresser à la chose environnementale. C'est-à-dire, c'est des jeunes qu'on va former qui pourront s'intéresser aux eaux et forêts, qui pourront s'intéresser à la production animale et halieutique, qui pourront s'intéresser à l'agriculture. Donc, quand ils sont formés, c'est à eux de voir s'ils veulent aller s'installer à leur compte ou bien s'ils veulent entrer dans des structures privées ou pas. Mais s'ils ont pour ambition de travailler dans une des structures de l'administration, c'est-à-dire les eaux et forêts, la production animale ou l'agriculture, ils doivent passer par le processus de recrutement de la fonction publique, c'est-à-dire se présenter au concours. Et ces jeunes, je crois que ça n'a pas été le cas. Et malheureusement, quand ils sont recrutés, quand ils sont admis à aller à l'école, à l'INFPA, pour avoir cette formation, ces jeunes pensent que déjà, ils sont engagés aux eaux et forêts. Tout le monde veut venir aux eaux et forêts. C'est une bonne chose. Mais malheureusement, nous n'avons pas la maîtrise du recrutement dans la fonction publique. Aujourd'hui, c'est le ministère de la fonction publique seul qui peut recruter. Donc on en parlera plus tard. On a très sorti du sujet, mais bon. Alors, je voudrais revenir sur un programme de reboisement qui paraissait assez impressionnant. C'est celui qui a démarré en 2005 pour une durée de 10 ans et qui portait sur 150 000 hectares. Qu'est-ce qu'il en a été concrètement? 3 minutes. Bon, moi je ne peux pas vous répondre parce que effectivement, ce projet lui-même a été mis à mal par la fin de la crise. Et ça fait que c'est un projet qui a été arrêté. Peut-être qu'on va le relancer, je ne sais pas. Alors, dernière question, Monsieur le ministre. Est-ce qu'il est vrai que 42% de la production cacaoyère ivoirienne sont issus de forêts classées? Oui, peut-être que je nuancerai un peu le chiffre, peut-être autour de 30%, mais c'est vrai. Alors, dans ce cas, c'est quelque chose qui ne plaît pas du tout aux bailleurs de fonds, intéressés par le financement des aménagements forestiers. Non, mais le fait de le déguerpissement ne met pas à mal cette production. Je veux dire, est-ce que les bailleurs de fonds, sachant cela, pourraient accepter de donner de l'argent pour les aménagements? Parce que il paraît qu'ils s'en plaignent à l'international. Non, je ne pense pas. On n'a pas reçu de plainte encore des bailleurs de fonds parce que la plantation de cacao a un cycle de vie. Or, ce que nous proposons, c'est que pendant que le cycle de vie est normal, les personnes, les chefs d'exploitation qui sont sortis des forêts vont continuer à récolter le produit. Donc, ça va participer à la production. Jusqu'à ce que cette plantation ou les plantations concernées arrivent en fin de cycle. Il n'y a donc pas de crainte? Il n'y a vraiment pas de crainte à ce niveau. Merci, Monsieur le ministre. Merci, Touré Moussa. 22 40 12 50, Maïsako pour des questions. Victorien Angoua, notre première préoccupation nous vient de M. Ouattara Mamadou, il appelle de Yopougon. Il dit que des individus sont arrivés dans une forêt située dans le 8e parallèle et cette forêt a été exploitée par ces individus qui présentaient des signatures des autorités, notamment des ministres. Alors la forêt a été exploitée et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu de planting pour régénérer ces forêts. Qu'en est-il? Que compte faire le ministre dans ce sens? Monsieur Sidibé Moussa, lui, appelle de Paris. Il se préoccupe des gens qui exploitent les forêts, qui détruisent même les forêts et après, les autorités ne prennent pas d'action visant à reboiser ces forêts, à régénérer ces forêts, alors qu'en Europe, où il réside, les autorités font du planting et construisent mettent même en place des forêts artificielles. Pourquoi ce n'est pas le cas ici en Côte d'Ivoire? Alors, M. Kwasi David appelle, lui, de Bouaké. Il aimerait connaître le sort du parc national de la Maraoué, où, selon lui, des individus sont installés depuis des décennies. Alors, jusqu'à aujourd'hui, ces individus sont installés dans ce parc et il aimerait savoir quelle action le ministre entend entreprendre pour débarrasser ce parc de ces individus. L'antenne est à vous, Victorien Angoua. Merci, Marie. Monsieur le ministre,
Vous commencez par laquelle des questions, la dernière ou la première? Ben, la dernière, parce que c'est la plus facile pour moi. D'accord. Sort du parc de la Maraoué. Mais parce que elle est du ressort du ministre de l'Environnement. La gestion des parcs et réserves. Mais déjà, je pense que s'il y a des individus indésirables, comme dans le Mont Péco, ben, il y aura une opération de déguerpissement. Et je suis convaincu que le ministre de l'Environnement et du Développement durable va s'employer à déguerpir ces individus. Mais encore faut-il qu'on ait plus de précision. Ce n'est pas la peine de dire des individus, mais il faut qu'on dise ces individus sont à quel niveau et où pour que l'opération de déguerpissement ait lieu. S'ils sont armés, par exemple. Ah, mais s'ils sont armés, nous aussi on fait intervenir la force publique. D'accord. Il faut qu'on le sache aussi qu'ils sont armés. Ensuite, M. Ouattara. Il dit des individus exploitent dans le 8e parallèle une parcelle avec la signature d'un ministre. Ils n'ont pas donné le nom du ministre. Oui, mais c'est-à-dire qu'à ce niveau même, je pense qu'il peut avoir raison. Vous savez, aujourd'hui, il y a des officines de contrefaçon. Il y a des gens qui ont reçu des autorisations d'exploitation forestière, mais en deçà du 8e parallèle. Si ces individus s'en vont rentrer dans des officines pour faire de la contrefaçon afin d'aller là-bas, au-dessus du 8e parallèle pour faire de l'exploitation, ça peut arriver. Mais aujourd'hui, nous avons des éléments pour identifier. Il ne faut pas qu'ils se contentent de se faire présenter des photocopies, mais il faut que les originaux. Parce que sur les originaux, il y a des éléments que nous avons qui ne peuvent pas exister sur les photocopies. Ça, ensuite, au-dessus du 8e parallèle, il n'y a pas de périmètre d'exploitation. Il faut qu'ils le sachent pour que désormais ils soient vigilants. Et là, je le remercie et je l'encourage à être vigilant. Que quelqu'un lui présente même une signature du président de la République, qu'il dise c'est faux parce qu'il n'y a pas de périmètre d'exploitation forestière au-dessus du 8e parallèle. Donc à partir de ce moment, tous ceux qui vont intervenir là-bas en présentant des papiers sont des fraudeurs, sont des illégaux. Monsieur Sidibé, lui, la création en France, des forêts artificielles. Bon, effectivement, nous, on s'emploie à créer des forêts. Mais artificielles, je ne sais pas ce que ça veut dire précisément. Il a parlé de planting d'arbres. Oui, mais nous allons faire des plantings d'arbres. La SODEFOR en fait. Nous-mêmes, au niveau du ministère, nous en faisons. Donc, je vous ai parlé tout de suite. Les autres autorités, peut-être que c'est à cela qu'il voulait faire allusion. Oui, mais les autres autorités, si vous avez remarqué aujourd'hui, au niveau des Botro, par exemple, vous avez vu que le préfet, l'ONUCI, l'éducation nationale et les eaux et forêts ont créé une forêt de 7 hectares. Donc, ça veut dire que c'est... Et d'ailleurs, ils me donnent l'occasion pour dire que, disons, la création de la forêt, la gestion de la forêt, les problèmes de forêt, ce n'est pas que l'affaire de l'État. C'est l'affaire de tous les Ivoiriens. Parce qu'il s'agit de notre environnement de vie. Il s'agit de notre patrimoine que nous allons laisser aux générations futures. Donc aujourd'hui, qu'on ne se dise pas, comme l'État ne fait rien, donc nous aussi on ne fait rien. Si déjà les populations peuvent prendre des initiatives pour créer des forêts, nous ne ferons que les encourager. Et je vous dis que moi, en tant que ministre des Eaux et Forêts, je serai partout où il sera question de créer une forêt. Si on m'invite, j'y serai. Voilà ce que je peux répondre. Merci, Monsieur le Ministre. Dernière étape de cette émission. Les textes relatifs au Code forestier ivoirien et à celui de la chasse ne sont plus d'actualité parce que, datant de 1965, 48 ans après, les autorités en charge des eaux et forêts ont décidé de les revisiter, ce que la société civile approuve, mais elle souhaite qu'ils soient appliqués sans état d'âme. Francis Boifo et Patricia Oumou ont recueilli les propos. Dans le premier code, le propriétaire terrien n'est pas propriétaire de l'arbre qui se trouve sur son terrain. Ça, ce n'est pas normal. C'est ce qui amenait les planteurs à abattre les grands arbres, à les brûler pour y installer des plantations de cacaoyers. L'ancien texte, la gestion de la forêt, c'était une affaire d'État. Et aujourd'hui, il faut associer les populations à la gestion de notre forêt. L'autre innovation, c'est que nous avons voulu introduire dans le milieu rural la notion de forêt privée. Parce qu'aujourd'hui, l'État seul ne peut pas faire de la forêt. Donc l'État a ses forêts, le privé peut avoir sa forêt qu'il peut aménager
et récolter les produits qu'il peut vendre à son propre profit. La bonne gouvernance pour nous, c'est de faire les pratiques saines en conformité avec les textes réglementaires que nous avons pris. Ce qui nous a amené aujourd'hui à nous inscrire dans le processus FLECT qui est recommandé par l'Union européenne. Nous avons commencé les discussions et je pense au finish, nous aurons vraiment une plateforme et des instruments qui nous permettent de vendre mieux nos produits forestiers sur le sol européen. Nous aussi, de la société civile, nous devons veiller à ce que les préoccupations des populations soient prises en compte et que tout soit respecté dans les villages et que tout marche sur le terrain et que même les ouvriers que les exploitants utilisent soient bien entretenus, rémunérés. Monsieur le ministre, Marie-Laure. Bonsoir, madame. Alors, comme tout à l'heure, Victorien l'a dit, le Code forestier ivoirien date de 1965. Alors, pensez-vous qu'il est encore d'actualité 48 ans après? Disons, dans certaines de ces dispositions, il n'est plus d'actualité. C'est pour cela que ce code a été révisité. Le nouveau projet de code qui a été élaboré l'a été avec un large consensus. Il y a eu des séminaires, des ateliers, des réflexions qui ont associé tous les acteurs. Et je pense que le projet que nous avons là, qui va bientôt arriver sur la table du gouvernement, est un projet où tout le monde a eu à donner son sentiment. Donc c'est un projet qui, comme l'a dit le directeur général des eaux et forêts, tient compte de la société civile. Ce n'est plus l'affaire de l'État seul. Et donc à ce niveau, ce code, je pense que va pouvoir apporter un plus dans la satisfaction de la gestion forestière. Alors, quelles sont selon vous les insuffisances de ce code de 1965? Des insuffisances certainement que vous avez notées. Oui, disons qu'à l'époque, le code forestier avait été fait parce que l'État, comme dans tous les domaines d'ailleurs, avait pris en compte, disons, l'initiative afin de pouvoir diriger le développement économique du pays, la Côte d'Ivoire. C'est dans tous les domaines d'ailleurs. C'est ce qu'on avait appelé à l'époque le dirigisme. Aujourd'hui, il se trouve que, à partir du moment où le développement avance, l'État, petit à petit, se retire. Mais pas totalement, parce qu'il faut garder un œil pour qu'il n'y ait pas de travers. L'ancien code, effectivement, c'était le tout État. Ensuite, il était plus transactionnel que, disons, prenant en compte les préoccupations de tous les acteurs. Aujourd'hui, non seulement il prend en compte les préoccupations des acteurs, mais il sera plus répressif. Et je voudrais que vous soyez plus pratique quand vous parlez des préoccupations des acteurs. C'est quoi précisément? C'est-à-dire que nous avons, par exemple, les industriels du bois, nous avons les autorités traditionnelles, nous avons les partenaires même, les partenaires internationaux qui ont eu à intervenir dans la confection de ce nouveau projet. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre à ce niveau. D'accord. Maintenant, un jour, on pourrait peut-être faire une analyse détaillée de ce projet. Vous disiez tout à l'heure que ce code est sur la table. Est-ce que vous confirmez que ce code est sur la table des députés? Alors si oui, à quand donc ce nouveau code dont on n'a pas encore... Non, nous sommes à l'étape de l'avant-projet. Nous allons introduire ça sur la table du gouvernement. Quand précisément? Disons parce qu'il y a urgence, on l'a dit, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est à moins de 3 millions d'hectares. À la rentrée? À la rentrée, oui. À la rentrée prochaine? À la rentrée prochaine. 2014? Lorsque nous allons reprendre. Non, 2013. 2013. Alors, pour la restauration de notre couvert forestier, vous avez décidé, vous l'avez dit tantôt, notamment de déguerpir les clandestins. Alors, que prévoit la nouvelle loi contre ces personnes? Non, la nouvelle loi, elle est générale. Elle ne peut pas indexer des personnes. Mais ce qui est sûr, c'est une infraction quand même. Elle maintient... d'occuper des... C'est ça, que d'occuper au niveau sanction. C'est-à-dire que j'ai dit qu'elle sera plus répressive, c'est-à-dire à partir de ce moment où la nouvelle loi sera adoptée, on ne pourra plus violer les sites protégés par l'État sans encourir les rigueurs de la loi. Ça, c'est clair. Voilà. Justement, c'est ce que la loi dit.
Maintenant, de façon précise, par exemple, au niveau des sanctions pour les clandestins qu'on trouvera peut-être dans les forêts, parce que peut-être il y aura des personnes qui vont enfreindre à la loi. Alors, ces personnes-là encourent quelles sanctions, par exemple? Seront arrêtés et ils pourront même aller en prison. Pourront aller. Ça veut dire que la loi n'est pas claire, le projet n'est pas clair? clair? Non, la loi est claire. C'est-à-dire qu'en fait, notre objectif, ce n'est pas tellement d'envoyer les gens en prison parce que ces gens sont rentrés dans la forêt classée. Mais qui dit répression? Qui dit répression? La répression est graduée. Oui. Voilà, donc ça peut être des contraventions, ça peut être des amendes, ça peut être des transactions, ça peut être la peine de prison. Est-ce que tout ça est prévu, monsieur le ministre? Tout ça est prévu dans le code forestier. Alors, il semble que les clandestins, pour le moment, c'est vrai qu'on est encore à l'étape de projet, vous l'avez dit tantôt, mais que les clandestins qui sont arrêtés dans nos forêts classées sont bien souvent relâchés. Oui. Est-ce que vous confirmez cela ici? Oui, disons oui et non. Oui, parce que nous avons été saisis qu'il y a eu des clandestins qui ont été arrêtés, qui ont été mis à la disposition disons des autorités judiciaires. Mais souvent, en application du code, ces personnes, disons, le code de 65 c'est le code de 65 transigeait plus. C'est-à-dire, on disait, si la personne veut payer une amende, tout ça, on préfère ne pas la mettre en prison, de la laisser partir. Mais... Et ça, ce sont les faiblesses quand même de l'ancien code. Voilà, ça fait partie des points faibles. Alors, monsieur le ministre, c'est vrai que ça fait partie des points faibles. On n'attend pas quand même, puisqu'on sait que vous êtes engagé dans une action de restauration de notre couvert forestier. Mais là, qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous entendez que ces personnes sont relâchées? Vous laissez faire? Bon, je ne vais pas dire comme l'autre que c'est une question frère, mais vous savez, le gouvernement ne peut pas intercéder dans les affaires judiciaires. Une personne est arrêtée et mise à la disposition des autorités judiciaires. Si les autorités judiciaires estiment qu'il n'y a pas de nécessité de les garder en prison, bon, c'est à elles d'apprécier. Nous, on ne peut pas dire, comme on ne les a pas mis en prison, donc on va à tout prix, on va les mettre où? On n'a pas de moyens. Et là, ça veut dire qu'il y a au niveau de l'interprétation de la loi, il y a des petits problèmes. Heureusement qu'il y a un nouveau code qui est en vue. Alors, monsieur le ministre, c'est une question qui revient très souvent. Est-ce que les clandestins ont des complices? Parce qu'on se demande un peu comment ils sont arrivés si facilement à s'intégrer dans ces forêts. Les clandestins, je dirais que c'est vous et moi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les clandestins sont venus dans ces forêts soit par des responsables des terres, comme on dit, dans les communautés environnantes, qui veulent se faire un peu d'argent, qui indiquent les forêts classées comme leur appartenant ou appartenant à leurs ancêtres, donc qui installent des gens dedans. Et au cours de l'opération de déguerpissement de la forêt de la Niégré, nous avons eu effectivement des témoignages qui disaient que c'est tel chef de terre qui m'a installé ici. Ensuite, il y a des gens qui sont venus directement s'installer dans ces forêts. Je vais vous dire une chose. Lorsque les gens venaient, on faisait l'opération de déguerpissement de la Niégré, on a eu à connaître du fait que, disons, la plupart des personnes qui sont installées dedans, ce sont des convois entiers qui sont venus directement s'installer. Et souvent, quand les gens se trompaient, qui venaient, disons, s'informer auprès des populations environnantes, et que là, le chef de village ou le chef de terre disait, bon, nous, on va vous installer ici. Ils disent, non, 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 nous, on cherche les forêts classées, les forêts de l'État. Parce que vous allez nous installer sur vos terres, et demain, vous allez dire que nous venons d'ailleurs, vous allez nous chasser. Or, dans les forêts de l'État, on n'a pas de problème. Monsieur le ministre, oui. Finalement, à quoi servent les eaux de forêt? Mais justement, c'est ce que je vous dis. Ils se sont installés. Et non, moi je suis un peu, je ne dirais pas choqué, mais un convoi qui arrive dans une zone, dit non, on cherche les forêts de l'État, et les gens rentrent, puis ils s'installent, ils font 20 ans. Effectivement, c'est des bandes mafieuses qui les installent. Et souvent, quand nos agents, on vend de ces opérations et que nos agents veulent intervenir, ils se trouvent confrontés à ces bandes mafieuses qui sont lourdement armées. Ah, mais voilà. Et on espère que dans le nouveau code, c'est vrai, monsieur le ministre, vous n'êtes pas
un homme de loi, mais au moins vous dirigez ce département. Alors que prévoit le nouveau code concernant tous ces complices? Est-ce que la loi va... Oui, la loi va s'appliquer à tous ces complices, au même titre. Au même titre, le complice comme celui qui est comme le clandestin. Bien sûr. Alors, dans la loi pénale ivoirienne, le complice paye au même titre que c'est lui-même qui a commis l'acte. Alors, il y a aussi un autre constat, il y a des ventes illégales de bois qui sont notées un peu partout, surtout à l'ouest, mettant en cause même certains agents des eaux et forêts. À quoi s'expose-t-il en termes de sanctions? À la même rigueur. À la même rigueur de la loi, c'est-à-dire que si on prend un agent des eaux et forêts qui est en train de se mêler de ces trafics, il sera sanctionné au même titre. Non seulement il perd son emploi, ça c'est la moindre des choses, mais ensuite il pourrait se retrouver devant les tribunaux. Et monsieur le ministre, c'est vrai, comme vous l'avez dit, que ce soit eaux et forêts, quel que soit le statut de la personne, tu es complice, tu vas subir la rigueur de la loi. Mais il y a que certains agents des eaux et forêts aujourd'hui sont un peu, je vais dire, limités certainement dans les actions de lutte contre l'installation de ces clandestins. Et certains agents demandent aujourd'hui à être militarisés, enfin. Est-ce que ce corps ne devrait pas être militarisé certainement pour mieux mener son action? Mais vous avez parfaitement raison, mais ce corps est militarisé. Est-ce qu'ils ont des... Je vais dire... Mais justement, c'est ce que je disais au début d'entrée de jeu de cette émission, c'est que la crise a fait que ces agents ont perdu leur force opérationnelle, c'est-à-dire ils n'ont plus de moyens militaires pour pouvoir intervenir sur le terrain. Donc c'est des gens qui sont retrouvés sans armes, sans rien. Et aujourd'hui, nous demandons au gouvernement de pouvoir les équiper. Et je pense que le gouvernement nous a demandé de faire le point pour produire une situation de nos besoins afin que le gouvernement puisse pourvoir à cela afin de rendre nos agents opérationnels sur le terrain. Monsieur le ministre, à quand les États généraux de la forêt ivoirienne? Bien, les États généraux, effectivement, toute la discussion que nous menons, ce n'est que la vision du ministre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut les États généraux qui vont associer tous les acteurs du secteur forestier, qui vont réfléchir, qui vont faire un diagnostic, ils vont sortir les solutions. Les États généraux, ce sera probablement soit vers la fin de 2013, soit dans le premier trimestre de 2014. Mais entre-temps, en septembre, nous avons un atelier qui va préparer les termes de référence et tous les éléments pour tenir ces États généraux. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez une idée, vous? C'est vrai que vous attendez la date précise, mais est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de vos propositions concrètes? Bon, les États généraux, contrairement à ce qu'on pense, demandent beaucoup de moyens. Et quels sont ces moyens? Mais lorsqu'on a les moyens financiers, parce que lorsqu'on a évalué la réalisation des États généraux, parce qu'on veut que ce soit une opération d'envergure qui puisse permettre à l'État ivoirien d'avoir une cartographie exacte de la situation forestière en Côte d'Ivoire. Mais disons qu'au bas mot, le coût tournait autour de 300 millions. Donc il faut de bonnes volontés. Dieu merci, nous en avons eu. Nous avons le PNUD qui va nous aider à faire l'atelier. Et avec ça, nous allons chercher des moyens pour pouvoir organiser ces États généraux. Est-ce que les populations riveraines, monsieur le ministre, des forêts classées seront impliquées dans la gestion des forêts? Et si oui, à partir de quelle stratégie? Bon, d'abord, comme on l'a dit, hein, dans l'utilisation des populations pour effectuer un certain nombre de réhabilitations des forêts classées, des populations riveraines seront prioritaires. Dans les opérations de reconversion des populations qui sont sorties, on va aussi, et les populations riveraines vont aussi en bénéficier. Donc, parce que si les populations riveraines n'en bénéficient pas, ça ne marchera pas. Vous confirmez, mais quelles sont les stratégies, monsieur le ministre, de façon claire? Bon, les stratégies que vous me demandez, je ne sais pas ce que je peux vous répondre actuellement, étant donné que les projets, même nous sommes encore à l'étape de profilage. Parce qu'on a vu la méthode de la commission paysans-forêt, oui, voilà, qui a quand même montré ses limites. Alors donc, c'est pourquoi j'insiste pour que vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs les stratégies concrètes. Oui, mais ça risque d'être un peu long sur le plateau. Au moins quelques idées quand même, monsieur le ministre. Bon, je ne sais pas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous devons pouvoir utiliser un certain nombre
de projets, par exemple, pour pouvoir, disons, associer les populations environnantes dans la gestion des forêts. C'est ce que je peux vous répondre, grosso modo. Je ne peux pas entrer dans les détails tant que les États généraux n'ont pas défini toutes ces stratégies-là. D'accord. Alors, la dernière question, Monsieur le ministre, parlant tout à l'heure d'une préoccupation d'un des téléspectateurs qui parlait de contraventions infligées par les agents forestiers, des contraventions qui sont infligées, je ne sais pas, de façon... Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Oui, vous pouvez profiter pour répondre à cette question, puisque j'avais demandé qu'on la ramène à la dernière partie. Absolument. Je sais que c'est des contraventions qui sont prévues, mais est-ce que c'est dans les proportions prévues par la loi, prévues par la réglementation? Je ne peux pas savoir, puisque... Et ça peut nous donner aussi l'occasion de nous parler de ce que dit le nouveau code, certainement. Oui, le nouveau code, je vous dis que je ne peux pas vous donner les termes même du nouveau code en détail. Oui, mais ce sera fait comment? Mais il y aura des sanctions. Il y aura des sanctions pécuniaires, il y aura des sanctions, même des peines de prison. Et donc, ce monsieur ou bien cette personne qui a signalé ce problème de contravention, nos agents sont habilités à infliger des contraventions en cas de non-respect. C'est la police forestière qui est chargée de ça. Maintenant, dans quelle proportion? Je ne sais pas exactement, mais c'est eux qui doivent nous dire s'il y a exagération. Il faut qu'on ait un peu plus de précision. Et dans ces cas, il faut que des exploitants sur le terrain, il faut que la population collabore. Parce que si nos agents exagèrent, demandent plus que ne le prévoit la réglementation, il faut que nous soyons saisis pour que nous puissions appliquer la sanction disciplinaire qui s'impose. Alors, Monsieur le ministre, à ce sujet, qu'est-ce qu'un bois légal finalement? Un bois légal? Légal, qu'est-ce qui est légal? Ce qui est légal, c'est ce qui est exploité d'abord avec une autorisation légale signée du ministre des Eaux et Forêts. Ensuite, ce qui est légal, si nous entrons dans le processus FLET, c'est ce qui a été, le bois qui a été coupé en respectant les normes de l'accord de partenariat volontaire. Voilà ce qui est légal. Maintenant, ceux qui coupent le bois, soit parce qu'ils ont une autorisation, mais qui sortent de leur périmètre pour aller couper le bois dans un autre endroit où il n'y a pas d'autorisation, ce n'est pas légal. Ceux qui interviennent aussi sans autorisation pour couper du bois, ce n'est pas légal. Là, on parle de trafic. Le téléphone avec Maïsako. Monsieur Konaté, qui lui a appelé de Yamoussoukro, il est conducteur de camions remorques et ces camions transportent du bois de veine. Et depuis plusieurs jours, ce bois de veine a été coupé et déposé dans les camions. Et ce bois attend d'être convoyé sur Abidjan. Alors cela fait plusieurs jours. En tant que conducteur, il s'inquiète. Il demande si le ministre peut faire quelque chose dans ce cadre pour débloquer la situation, c'est-à-dire pour permettre à ces camions-là de convoyer le bois de veine sur Abidjan. Monsieur Kwadio Albert, lui, a appelé d'Abangourou. Pour lui, les ex-combattants sont en formation en vue de sécuriser les parcs et réserves. Selon lui, au lieu de former ces ex-combattants, pourquoi ne les déploierait-on pas dans les zones comme la Sodefort ou l'OIPR pour aider les agents des eaux et forêts ou les commandos à sécuriser les parcs et réserves? La troisième préoccupation vient de M. John Emmanuel. Lui, il intervient depuis la France. Le ministre a dit tout à l'heure, selon lui, que les ex-combattants vont aider à sécuriser les forêts. Ces ex-combattants ne deviendront-ils pas plus tard par la suite un problème pour les autorités? Pour lui, c'est une préoccupation, il ne leur fait pas confiance. Alors, la dernière préoccupation vient de M. Kamagaté Miss, il appelle de Monkono. M. Kamagaté trouve que les forêts sont trop exploitées. Et chez lui, à Monkono, du coup, tout le monde est devenu cultivateur. Et cela détruit les forêts, il n'y a plus de forêts, les forêts sont en manque. Alors selon lui, quelle politique le ministre compte mettre en place pour arrêter ce phénomène? L'antenne, à vous, Monsieur le ministre, le bois de veine à convoyer, c'est du bois qui a été déjà coupé. Oui. Mais il faut bien qu'il arrive à destination. Bien sûr. Bien sûr, bon, écoutez, je pense que la mesure d'interdiction est quand même assortie d'une période transitoire. Et cette période transitoire sera réglementée
par un arrêté interministériel, où nous allons prendre des décisions concernant ce bois qui est coupé et qui est sur site. Alors, sur site de parcage. Parce qu'on avait déjà dans nos arrêtés, dans les communiqués que nous avons fait passer, demandé aux transporteurs de ne pas convoyer le bois de veine, surtout quand il est coupé au-dessus du 8e parallèle. Mais les transporteurs ne nous écoutent pas. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent avec cette mesure d'interdiction, ils se retrouvent avec du bois sur leur camion et leur camion ne peut plus fonctionner. Donc aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est dans la prise de décision au niveau des mesures transitoires, ce bois qui est coupé, qui n'est pas encore sur des sites de parcage, ben, les eaux et forêts vont les récupérer, les mettre sur leur site, afin que ce bois puisse faire l'objet d'une peut-être vente aux enchères, afin que ce soit attribué à des usines de transformation. Parce que le bois qui est grossièrement taillé en écari ou en plot et qui est containerisé pour sortir du pays ne sera plus fait de la sorte, ce ne sera plus le cas. Donc aujourd'hui, le transporteur, je peux le tranquilliser, ce bois-là qu'il amène à la direction régionale des eaux et forêts le plus proche et qui décharge son bois là-bas. Il y a M. Kouadio. Pourquoi on forme des ex-combattants alors qu'on aurait pu les déployer en même temps à l'assaut des forts et... Oui, vous savez, si on ne les... C'est-à-dire, ce n'est pas une question d'embauche spécialement. Mais en même temps, les eaux et forêts doivent participer dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité, donc de l'ADDR. Nous devons participer à la réinsertion des ex-combattants qui sont aujourd'hui à près de 70 000, 64 000 exactement. Et chaque fois que les eaux et forêts, qui aujourd'hui n'ont pas une capacité importante d'intervention, peuvent utiliser ces personnes-là, nous les utiliserons. Mais on ne peut pas aussi les utiliser de manière brute. Il faut les former, il faut leur donner des rudiments pour qu'ils s'habituent. Parce qu'ils sont vraiment dans la brousse, mais ils ne savent pas la valeur de la plante qui est là, la valeur de l'arbre qui est là. Il faut qu'ils connaissent cette valeur-là. C'est pour ça qu'on leur donne une formation de base. Sinon, le téléspectateur est inquiet. Il est inquiet. Mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, puisque ces personnes-là ne vont pas s'éterniser dans ces domaines-là. Ce sont des personnes qui sont amenées à se prendre en charge après par des AGR. Dans ce qu'ils auront reçu comme rétribution, il y a une partie qui sera économisée afin que ces personnes puissent créer des activités génératrices de revenus. Monsieur Dion de la France, il dit qu'il n'a pas confiance aux ex-combattants. Est-ce que leur intégration dans ce corps ne va pas poser des problèmes plus tard? Bon. Mais c'est ce que je disais, j'ai dit qu'on ne les a pas encore intégrés. Ce qui est sûr, il était prévu. Il veut dire certainement. Non, ça ne posera pas de problème. Le problème, c'est une question de communication. Si on leur explique bien ce pourquoi on les utilise, je ne pense pas qu'ils puissent poser problème plus tard. Par contre, s'il y en a qui seront utilisés ou bien qui seront embauchés dans les eaux et forêts, bon, ça se fera au niveau du gouvernement. Monsieur Kamagate, il parle des forêts trop exploitées à Mankono. Quelle politique? Vous savez, à Mankono, le maire de Mankono, qui est un amoureux de la nature, qui est le ministre d'État, Dosso Moussa, il a déjà tiré sur la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Mais malheureusement, il faut que nous parlions à nos parents. Parce que dans ce domaine douloureux du bois de veine, les gens ont appâté nos parents en leur donnant de l'argent parce que ce bois est très prisé, il a de la valeur. C'est un bois qui se vend sur le marché local à 350 000 environ le mètre cube et au double au marché international. Donc nos parents qui aujourd'hui devaient attendre peut-être un cycle annuel pour percevoir le fruit de leur plantation de, je sais pas quoi, de cacao, je dis comme ça au hasard, mais ces parents-là se disent, en coupant un bois de veine, je gagne peut-être 100 000 francs. Donc, ce sont ces parents-là qui coupent ce bois-là. Aujourd'hui, il faut qu'on les sensibilise. Ce sont nos parents. Nous sommes avec eux tous les jours. Et la mesure d'interdiction est faite pour ça. C'est-à-dire à partir du moment où ils sauront que ce bois n'aura plus d'acheteur,
ils ne perçoivent plus les 100 000 francs, ils vont laisser tranquille nos bosquets, notre couvert forestier au-dessus du 8e parallèle. Donc Mankono est bien même le problème. C'est là-bas que se pose ce problème-là. Oui, dernière question d'un téléspectateur. C'est une question qui était venue avant. C'est M. Touré où il a parlé de l'insuffisance d'argent des eaux et forêts, l'effectif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que l'effectif des eaux et forêts suffit pour ce travail? Combien faut-il? Je vous réponds tout de suite, il ne suffit pas. Aujourd'hui, nous avons près de 3 000 agents. Mais dans les 3 000 agents, nous avons plus de cadres, 60% des cadres. Et pourquoi? Moi, j'ai trouvé les choses n'ont pas été planifiées? Je ne sais pas, ça a été interrompu parce que quand même nous avons traversé 10 ans de crise. Donc la planification qui se faisait au niveau de la fonction publique pour régénérer les effectifs, bon, peut-être que c'est elle qui a pris un coup. Sinon aujourd'hui, nous avons 60% de notre effectif qui sont des cadres. Et la SODEFOR qui est chargée des forêts classées a ce même problème. Ce problème se pose avec même plus d'acuité à la SODEFOR, où ils n'ont pratiquement pas d'agents de terrain, c'est-à-dire les APV ou les MPVA. Donc aujourd'hui, notre ambition, c'est de recruter des agents de terrain. Mais en attendant, on fait quoi? C'est pour ça qu'on avait envisagé la solution des ex-combattants. Parce qu'un fonctionnaire, on ne peut pas compresser. L'administration ne peut pas dire qu'il faut partir alors que cette personne est là, elle est fonctionnaire, et même les dernières décisions qui ont été prises prolongent son cycle de vie, sa carrière, encore son temps de carrière dans l'administration. Aujourd'hui, où on va à la retraite au lieu de 60 ans, où on va à 62 ans ou 63 ans. Donc vous comprenez qu'effectivement, il y a des difficultés. Mais, encore, il faut qu'on puisse recruter. Et aujourd'hui, nous avons sur la place près d'1,5 million de personnes formées qui attendent d'être recrutées, qui sont des personnes de terrain. Mais, vous savez, aujourd'hui, c'est le ministre de la fonction vous le direz avec plus de précision, la masse salariale est à un niveau où vraiment on ne peut plus l'augmenter sans mettre en difficulté les deniers de l'État. Ouais, donc finalement, on reste là à regarder. Non, on ne regarde pas, on a des solutions de rechange. Le ministère des Eaux et Forêts a un besoin, et c'est vrai, on entreprend un vaste programme pour la réhabilitation de nos forêts. On dit qu'il n'y a pas d'argent et on ne peut pas recruter. Bon, il n'y a pas que le ministère des Eaux et Forêts qui a... Non, pour l'instant, c'est ce ministère qui nous intéresse. Parce que la nature nous intéresse tous. Ouais. C'est pour ça qu'on insiste un peu. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, ce qui compte, c'est l'État. On préfère, nous, peut-être faire un effort sur nous-mêmes et attendre que de mettre en difficulté les deniers de l'État, les fonds publics. Alors, monsieur le ministre, nous sommes au thème de cette émission. Votre conclusion? Qu'est-ce que je peux vous dire? Si aujourd'hui je suis venu sur votre plateau, c'est pour lancer plus un cri de cœur que pour mener des débats. C'est-à-dire, aujourd'hui, la forêt ivoirienne est en difficulté. Et la reconstitution de cette forêt demande beaucoup de moyens. Donc, le premier appel que je lance, c'est en direction des décideurs, nationaux comme internationaux, pour que la question de la forêt soit hissée à un niveau de priorité, et comme la lutte contre la drogue, la lutte contre le blanchiment de l'argent et de tous les trafics. Ce qui va faire que si la forêt a cette priorité-là, la forêt pourra requérir les moyens, ou bien les États pourront consacrer les moyens nécessaires pour qu'on puisse régénérer cette forêt. Ensuite, je lance un appel en direction donc, de la communauté internationale. C'est-à-dire ceux-là même qui, effectivement, imposent des normes à nous aider à régénérer la forêt ivoirienne, à la reconstituer. Parce que cette forêt va ramener la faune qui a disparu, qui a reculé, et ainsi, on va garder un héritage pour nos enfants, pour les générations futures. Le troisième appel, c'est en direction de la population. Comme on le disait tantôt,
la forêt n'est pas une question de l'État seulement, c'est une question de tout le monde. Et quand mes patrons m'investissaient dans ce domaine, ils m'ont demandé de reconstituer la forêt avec la participation de la société civile et des communautés. Donc aujourd'hui, pour qu'on puisse la régénérer, la reconstituer, il faut d'abord la préserver. Et il faut que ce soit l'affaire des populations. Il ne faut pas que nous-mêmes, en tant que population, nous détruisons notre environnement forestier. Et enfin, c'est la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'intéresse à la forêt. Il faut que la jeunesse participe à la reconstruction de la forêt. Il faut que chaque jeune cherche à planter des arbres. Et c'est notre ambition. C'est, disons, cet appel que je voulais lancer et dire que la forêt a besoin de moyens. Et des moyens permanents. Il ne faut pas que ce soit des moyens ponctuels qui après vont assister par exemple à la destruction de cette forêt-là. Donc voilà les appels que je voulais lancer. Et je vous remercie de m'avoir offert cette tribune qui m'a permis vraiment de faire passer le message. J'espère avoir été entendu par tout un chacun. Je vous remercie. La forêt n'est pas inépuisable et si l'on y prend garde, la Côte d'Ivoire cessera d'être un pays forestier. Les conditions climatiques sont réunies pour réhabiliter la forêt et si les activités qui nuisent à la forêt cessent, l'État pourra récupérer les surfaces perdues. En tout cas, merci Monsieur le ministre, merci d'être passé nous voir. Revenez quand vous voudrez. Merci à nos confrères, Touré Moussa de Fraternité Matin, Abou Silla de Radio Côte d'Ivoire et Marie-Laure Ongoran de RTI 1. Bonsoir chez vous.